11% des réserves mondiales d'uranium reposent sous le sol de la Namibie. Cette nation, située sur le continent africain aride, incarne deux extrêmes géologiques presque incroyables, possédant également certaines des plus grandes mines de diamants offshore de la planète. Cependant, cette richesse minérale contraste avec une surface impitoyable, car seulement 2% du territoire convient à l'agriculture. Mais ce n'est que le début des contraintes géographiques. Le désert du Namibe continue d'avancer inexorablement sur les terres habitables. On peut remarquer comment le sable et la sécheresse consomment progressivement un sol déjà épuisé. Est-ce qu'une plante marine apparemment fragile peut réellement sauver un pays souffrant d'une sécheresse extrême? La connexion entre l'océan froid et le désert brûlant ne saute pas aux yeux immédiatement. Pourtant, une solution inattendue a émergé des profondeurs sous la forme d'algues. À première vue, l'algue semble être une ressource insignifiante, mais en réalité, elle constitue le pivot d'une stratégie de survie complexe. TarineWorks décortique les mécanismes techniques de cette transition. L'analyse détaillée de ce processus débute ici. 2000 km, c'est l'étendue du désert du Namibe le long de la côte atlantique, une terre plus extrême que le Sahara ou le Gobi. Ce paysage du sud-ouest africain façonne l'intégralité du climat de la Namibie. Mais ce n'est que le début des défis physiques. Pourquoi les conditions y sont-elles jugées si critiques par rapport aux autres zones arides? Le soleil frappe fort sur le sable, certes. C'est pourtant le niveau de précipitation, situé entre 2 et 10 mm par an, qui reste bien inférieur à celui de ses rivaux. On peut remarquer les immenses dunes de sable s'élevant à près de 300 mètres de hauteur. À première vue, la chaleur semble le seul danger, mais en réalité, les températures oscillent violemment. Le thermomètre dépasse 45 degrés Celsius le jour pour chuter sous 10 degrés Celsius la nuit. Cet environnement se situe à la limite de la survie, confirmant son statut de désert des déserts. 2%, c'est la seule fraction du territoire national disposant de suffisamment d'eau pour la culture. Pourquoi ce chiffre est-il si alarmant pour une nation de cette envergure? Le pays s'étend pourtant sur près de 824 000 km². La réponse réside dans la nature impitoyable des sols restants, à peine plus habitables que les déserts qui bordent le territoire, rendant l'histoire de l'agriculture locale plus préoccupante que jamais. On peut remarquer que la plupart des rivières n'apparaissent qu'après de fortes précipitations, un phénomène qui demeure excessivement rare dans cette région aride. À première vue, les lits de rivières semblent prêts à accueillir le flux, mais en réalité, ils restent asséchés durant de longs mois, n'offrant aucune valeur pour la production agricole. La poussière s'élève des sillons vides, là où l'irrigation devrait opérer. Mais ce n'est que le début des difficultés. La Namibie pratique certes l'agriculture, mais dans une dépendance totale aux conditions naturelles instables. Le secteur agricole actuel ne parvient techniquement à soutenir qu'environ 25 à 40% de la population totale. Car les habitants augmentent à un rythme moyen de 2% par an, ce qui complique l'équation. On voit comment la demande alimentaire grimpe inexorablement, tandis que la quantité de terres arables demeure quasi inchangée face à cette pression. Avec une croissance démographique dépassant largement l'expansion des surfaces cultivables, l'impasse se dessine physiquement sur le terrain. C'est pourquoi le pays n'a d'autre choix que de trouver des méthodes pour transformer les terres stériles en sols fertiles, sous peine de voir le secteur s'effondrer. Une confrontation brutale oppose le désert aride de Namibie à l'un des écosystèmes marins les plus riches du globe, situé juste au large. Le courant froid de Benguela remonte inlassablement des profondeurs, chargé de sédiments et de minéraux vitaux. Pourquoi chercher la solution agricole dans l'océan alors que le problème de sécheresse se situe sur la terre ferme? La culture sur le continent est quasi impossible, mais ce courant nourrit un royaume d'algues s'étendant tout le long de la côte sud-africaine. La réponse se trouve dans la capacité unique de cette flore marine à transférer la richesse de l'eau vers la terre. On voit comment les frondes d'algues ondulent dans le courant, absorbant avidement les minéraux dissous. Ces plantes aquatiques stockent des réserves massives de potassium, de calcium et d'oligo-éléments rares qui manquent cruellement au sol namibien. À première vue, cela ressemble à une simple végétation marine, mais en réalité, c'est un réservoir biologique de nutriments prêt à être exploité. Mais ce n'est que le début de la transformation technique. Une fois récoltés et traités par un compostage rigoureux,
La matière devient un engrais organique, dense et efficace. On peut remarquer l'assombrissement de la terre lorsqu'elle est mélangée à ce substrat, améliorant immédiatement sa rétention d'eau. Les micro-organismes du sol, jusqu'alors dormants, se réactivent au contact de ces éléments marins concentrés. C'est ainsi que l'eau salée offre une seconde vie aux terres desséchées. Des forêts entières grandissent chaque jour, là où il n'y avait auparavant que de l'océan. Au départ, la population de Namibie restait sceptique face à l'idée de faire émerger la vie marine sur la terre ferme. Mais ce qui était rejeté comme vague et irréaliste est devenu un modèle totalement opérationnel avec une infrastructure réelle. Au large de la ville de Lüteritz, l'entreprise Kelp Blue a déployé ses premiers radeaux de culture, marquant le début d'une ère nouvelle. Pourquoi ancrer ces jardins de varech sur des lignes d'amarrage submergées? À l'œil nu, cela ressemble à un simple quadrillage de cordage flottant à la surface. Cette structure stable permet en réalité aux algues de pousser verticalement à travers la colonne d'eau, absorbant ainsi pleinement les nutriments abondants transportés par le froid courant de Benguela. C'est le premier modèle de culture de varech à l'échelle industrielle sur tout le continent africain. Mais ce n'est que le début. Chaque semaine, des équipes d'ingénieurs marins et de plongeurs descendent sous la surface pour inspecter les taux de croissance. On peut remarquer comment ils taillent les sections matures avec précision avant de les remonter à bord des navires de récolte. À première vue, le transport vers le rivage semble être une logistique banale, mais en réalité, il doit s'effectuer le jour même pour éviter la décomposition naturelle causée par l'exposition à l'air. Une fois à l'usine de traitement de Lüteritz, la matière brute est minutieusement lavée, broyée finement et alimentée dans un système de fermentation biologique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. On voit comment le mélange est séparé en flux de produits spécialisés, allant des solutions d'extrait biologique aux biostimulants pour l'agriculture. Ces formulations micro-organiques améliorent la structure du sol, tandis que les sous-produits riches en carbone servent au stockage industriel du CO2. Tout se complique encore, car cette méthode préserve strictement l'environnement. Le modèle ne récolte que les portions matures, exactement comme on élague les arbres dans une forêt, et opère en dehors des habitats sensibles pour protéger la faune indigène. En 2024, Kelp Blue gère déjà plus de 30 hectares de fermes actives. L'objectif vise à étendre cette surface à 6 400 hectares, posant les bases de la première industrie agricole océanique du pays. 60%. C'est le pic d'augmentation des rendements que les fermes expérimentales ont fini par enregistrer, variant selon les cultures. Lorsque les premiers lots d'algues ont été fermentés, traités, puis retournés au champ, les agriculteurs namibiens peinaient à croire ce qu'ils voyaient. Pourquoi ces terres arides ont-elles réagi si vite à ce traitement? On pourrait penser que le sol était définitivement mort, mais les parcelles, autrefois craquelées et stériles à cause de la sécheresse, ont commencé à changer de couleur, passant du pâle au sombre. On peut remarquer comment la terre compactée s'est ameublie, retenant l'humidité sur de plus longues périodes. Mais ce n'est que le début. Après seulement 2 à 3 saisons de croissance, les données ont confirmé la tendance. Des variétés jadis considérées comme impossibles à faire pousser, telles que le maïs, le millet et les légumes-feuilles, ont commencé à s'enraciner vigoureusement. On voit les tiges se dresser pour produire des récoltes stables, là où rien ne poussait. Les taux d'échec des cultures ont chuté brutalement, même durant les années où de nombreuses régions ne reçoivent que 2 à 10 mm de pluie annuellement. La suite devient plus complexe. À première vue, cela ressemble à une simple fertilisation. Mais en réalité, c'est l'écosystème du sol lui-même qui est revenu à la vie. L'activité microbienne a bondi dans les couches souterraines. La caméra glisse sur la terre remuée où les vers de terre ont réapparu, signe indéniable que le sol s'est véritablement régénéré. Et ce n'est pas encore la limite. Sur une échelle plus large, les modèles agricoles utilisant ces engrais à base d'algues aident la Namibie à réduire sa dépendance aux coûteux produits chimiques importés. Certains projets ont enregistré des réductions de coûts d'intrants allant de 30 à 50%, ouvrant la vision d'un avenir agricole durable sur des terres jugées inhabitables. Du froid océan de Benguela aux champs intérieurs craquelés, l'algue s'impose comme un miracle vert, éloignant la nation du spectre de la désertification. 50 à 60 mètres, c'est la hauteur vertigineuse que peuvent atteindre les forêts sous-marines de varech géants le long des côtes. La Namibie a techniquement sélectionné cette espèce précise, scientifiquement nommée Macrocystis pyrifera,
parmi des dizaines de variétés potentiellement récoltables. C'est l'un des organismes à la croissance la plus rapide sur la planète, formant de vastes écosystèmes immergés. Pourquoi le choix des ingénieurs s'est-il porté spécifiquement sur le varech géant? Le territoire namibien présente des terres arides et impitoyables, difficiles à exploiter. La réponse réside dans une structure nutritionnelle exceptionnellement riche qui distingue cette plante de toutes les autres. Le courant froid de Benguela alimente ce développement biologique intense. Grâce à ses eaux chargées en nutriments, l'algue croît de 30 cm par jour, générant une ressource renouvelable presque illimitée. On peut remarquer comment les longues tiges forment une biomasse dense qui ondule sous la surface. Mais ce n'est que le début. Le varech contient plus de 60 oligo-éléments, une large gamme d'acides aminés et des composés bioactifs stimulant la croissance végétale. À première vue, cela ressemble à une simple récolte d'algues, mais en réalité, c'est l'extraction d'une source complexe de carbone organique facilement décomposable. Une fois transformé en compost technique, le matériau améliore la structure physique du sol et augmente drastiquement la rétention d'eau. Il booste l'activité microbienne souterraine et réduit la nécessité d'appliquer des engrais chimiques. Ces facteurs s'avèrent critiques pour un pays où seulement environ 2% des terres conviennent naturellement à la culture. Le varech géant ne sert pas uniquement de fertilisant, il constitue la fondation d'un modèle agricole inédit. Le sol inerte récupère ses facultés productives grâce à la puissance de l'océan. 60 cm par jour, c'est la vitesse de croissance verticale stupéfiante des algues dans les eaux froides du courant de Benguela. Ces installations situées au large de la Namibie dépassent le simple statut de site de production d'engrais pour devenir de véritables forêts sous-marines à l'échelle industrielle. Les troncs s'élancent du fond marin et grimpent sur des dizaines de mètres jusqu'à la surface. On peut remarquer comment ces structures végétales forment un écosystème dense et complexe en mouvement constant. Mais ce n'est que le début. Pourquoi ces forêts de varech sont-elles qualifiées de conducteurs écologiques de l'océan? La simple présence de végétation flottante ne semble pas justifier une telle appellation technique. C'est parce qu'elles piègent efficacement les nutriments qui seraient autrement balayés par les courants vers les abysses inaccessibles. La caméra glisse le long des frondes géantes, révélant un habitat dynamique où poissons, crustacés et micro-organismes trouvent un refuge vital. Le varech absorbe massivement le dioxyde de carbone tout en structurant un corridor écologique riche juste sous les vagues agitées. Ce développement ouvre des possibilités techniques inédites pour le tourisme marin, transformant la plongée dans ces forêts en une expérience unique en Afrique. La suite devient plus complexe. À première vue, ce modèle apparaît comme une solution climatique idéale, mais en réalité, une controverse technique émerge aux États-Unis et en Europe. Les organisations environnementales remettent en question la capacité réelle de ces écosystèmes à stocker le carbone de manière significative. Elles redoutent que ces projets ne soient qu'une forme de mascarade écologique utilisée par les entreprises pour commercialiser des crédits carbone douteux. Car le cycle de décomposition naturelle de l'algue libère souvent le carbone capturé directement dans la colonne d'eau. Les experts soulignent que seule une infime fraction de la matière organique coule réellement vers le fond pour être enfouie géologiquement à long terme. On voit comment les résidus se désagrègent en suspension au lieu de se sédimenter définitivement dans les couches profondes. Tout se complique encore. C'est pourquoi la Namibie choisit de se concentrer sur les retombées physiques immédiates, indépendamment du débat climatique international. Ces forêts sous-marines livrent déjà des nutriments vitaux à l'écosystème, créent des emplois techniques pour les communautés locales et fournissent des matières premières tangibles. Le développement se poursuit activement au large de l'Uderitz, où chaque hectare supplémentaire de varech apporte une solution concrète aux champs laissés en friche. Le processus offre une ressource renouvelable pour une terre épuisée qui attend sa régénération. 100 tonnes de récolte d'algues ont été enregistrées au Kenya sur la seule année 2022, générant plus de 30 000 $ de revenus inattendus. Cette transformation économique, amorcée plus au sud, s'étend désormais silencieusement mais profondément le long de la côte orientale du continent. Pourquoi des villages comme Makwero et Kibuyuni ont-ils massivement adopté cette aquaculture au début des années 2000? On pourrait penser que l'agriculture terrestre resterait la base de leur subsistance. Mais après des années de sécheresse paralysante ayant détruit les cultures classiques,
seule la mer offrait encore une opportunité de production viable. Les fermiers installent de simples lignes suspendues dans les eaux peu profondes du littoral, créant de vastes damiers immergés. À première vue, le dispositif semble rudimentaire et artisanal. Mais en réalité, il constitue la fondation d'une industrie d'exportation connectée à la Chine, à la France et aux États-Unis. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment la matière végétale change de texture en séchant au soleil, avant d'être réduite en poudre fine pour l'alimentation, le savon et le shampoing. La Tanzanie voisine pousse cette logique industrielle à un niveau supérieur, se classant désormais comme le troisième plus grand producteur d'algues en Afrique. 25 000 agriculteurs s'activent quotidiennement dans ces champs marins, et la grande majorité d'entre eux sont des femmes. L'algue représente aujourd'hui près de 90% de la valeur totale des exportations de la pêche tanzanienne. Tout se complique encore. C'est ainsi que des villages de pêcheurs autrefois appauvris évoluent en hubs de traitement bio-industriel, générant des milliers d'emplois techniques. On voit comment les ateliers de transformation se multiplient pour répondre à la demande en produits cosmétiques et biosourcés. Car cette plante possède un avantage technique décisif. Elle ne nécessite aucun sol, aucune eau douce et aucun engrais chimique. Seule l'eau salée et le rayonnement solaire intense suffisent à alimenter une croissance rapide de la biomasse. Les communautés locales trouvent ici une résilience technique face à la dégradation des terres arables. Le cycle de production assure une stabilité économique durable pour la région. 2024 marque l'interdiction officielle des pailles en plastique en Namibie. Cette mesure législative précède le bannissement complet des bouteilles à usage unique prévu dès 2025. Pourtant, des quantités importantes de déchets continuent de s'échouer chaque année sur le littoral. À première vue, la pollution semble inévitable malgré les lois. Mais en réalité, les algues marines offrent une alternative technique inattendue. Pourquoi cette biomasse suscite-t-elle un tel intérêt industriel ? Elle ne sert pas uniquement à revivifier les terres dégradées dans les régions côtières. Les scientifiques de l'Université Flinders en Australie et l'entreprise technologique allemande CH Bioforce isolent l'alginate de sodium de la plante. On peut remarquer comment cet extrait est transformé en un revêtement biosourcé destiné aux emballages alimentaires. La suite devient plus complexe. Ce nouveau matériau résiste à l'huile, repousse l'eau et tolère la chaleur avec une efficacité comparable au plastique dérivé du pétrole. Le revêtement se biodégrade entièrement dans la nature, achevant son cycle sans laisser de traces. 2%, c'est précisément la proportion du sol namibien utilisable pour l'agriculture conventionnelle. Les vastes étendues de terre sont souvent craquelées par la sécheresse, rendant les cultures terrestres traditionnelles presque impossibles sur le continent. Mais ce n'est que le début du défi climatique pour cette nation. Pourquoi l'espoir renaît-il pourtant dans ce paysage aride ? Le pays ne regarde plus vers le sol poussiéreux pour assurer son avenir. La solution technique réside désormais dans le courant froid de Benguela qui longe la côte ouest. On peut remarquer comment d'immenses colonnes d'algues ondulent sous la surface de l'eau, portées par les flux marins. À première vue, l'océan semble vide de ressources agricoles, mais en réalité, il abrite une production végétale massive qui ne nécessite aucune eau douce. Ces forêts sous-marines transforment les eaux glacées en champs fertiles inattendus. L'agriculture trouve ici une nouvelle voie maritime pour combler le manque de terres arables.